Alors, le chapitre numéro 29 s'intitule Premier principe de la thermodynamique. La thermodynamique, c'est donc l'étude des échanges d'énergie entre un système et son environnement, qu'on appelle le milieu extérieur, d'un point de vue macroscopique, à notre échelle, à nous. Nous avons déjà fait un petit peu de thermodynamique. C'est une science qui est assez moderne, qui date de la moitié du 19e siècle, avec des noms que vous connaissez déjà, comme Sadi Carnot, Joule, Thomson, Clapeyron, etc. Et cette science assez moderne repose sur 3 grands principes, dont les 2 premiers sont à votre programme, enfin même les 3, mais les 2 premiers font l'objet de chapitres. Donc ici, le premier principe de la thermodynamique, et un peu plus tard dans l'année, nous verrons le second principe de la thermodynamique. Le chapitre est assez court parce que l'essentiel de ce que vous allez faire en thermodynamique, vous allez quand même le faire en deuxième année. Et donc, ce qui est à notre programme en première année, c'est une première approche de ces grands principes de la thermodynamique. Alors, le grand 1 décrit des fonctions d'état énergétique d'un système thermodynamique, et vous en avez déjà parlé, je pense, en SVT. La plus importante d'entre elles sur laquelle nous nous concentrons en première année, c'est l'énergie interne. Et ensuite, vous avez l'enthalpie et puis d'autres grandeurs énergétiques. Et dans ce premier paragraphe, j'ai aussi mis la capacité thermique, même si elle n'est pas une fonction d'état énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fonction d'état ? Alors, une fonction d'état, c'est une fonction, au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'elle va dépendre de plusieurs variables, en général la température, le volume, la pression, qui eux sont des paramètres d'état. Et pourquoi d'état ? Parce qu'en fait, elle ne dépend que de l'état dans lequel se trouve le système et pas de la façon dont on a atteint cet état. Contre-exemple, on a vu dans le TD précédent un exemple de calcul de travail. On a fait ça la semaine dernière, vendredi matin. Vous avez calculé des travaux échangés lors de certaines transformations. Et vous avez vu que selon que le chemin était isotherme ou bien isochore puis isobare, on n'avait pas les mêmes valeurs numériques pour l'énergie. Donc en fait, la grandeur énergie qui s'appelle le travail, elle dépend du chemin suivi. Ce qu'on appelle une fonction d'état, c'est donc une caractéristique du système qui dépend uniquement de l'état, c'est-à-dire de la valeur de la température, de la pression et du volume dans lequel se trouve le système. Voilà pour cette petite introduction. Donc l'énergie interne est la première de ces fonctions d'état que nous étudions. On va la définir à partir de l'énergie totale d'un système. L'énergie totale d'un système est composée de 3 termes, U, EC macroscopique, EP macroscopique. Alors l'énergie cinétique macroscopique, vous la connaissez depuis la terminale, c'est celle qui, pour un système ponctuel, s'écrit 1/2 de mv². Elle est liée au mouvement d'ensemble du système. Nous, en général, vous allez le voir, on va étudier les systèmes thermodynamiques immobiles, donc on n'aura pas cette énergie cinétique macroscopique. L'énergie potentielle macroscopique, vous en connaissez aussi un exemple depuis la terminale, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, elle qui est liée à des interactions avec des forces extérieures conservatives. L'énergie potentielle de pesanteur, elle est liée à l'interaction gravitationnelle entre le système et la Terre. En général, si notre système est au repos, cette énergie potentielle macroscopique, elle est constante. Je n'ai pas dit qu'elle était nulle, j'ai dit qu'elle ne changerait pas, elle garderait une valeur constante. Donc ça, j'ai bien précisé, ce sont les énergies du cours de mécanique, en fait. Celle qui nous intéresse aujourd'hui plus spécifiquement, c'est donc l'énergie interne. Donc cette énergie interne, qui est donc notée U majuscule, l'énergie interne, qui s'exprime donc évidemment en joules, c'est la somme de son énergie cinétique d'agitation thermique, énergie cinétique d'origine microscopique, donc liée à l'agitation thermique des molécules et dont nous avons parlé au chapitre 19. On avait vu que 1/2 de Kb, constante de Boltzmann, fois la température, était liée à l'énergie cinétique microscopique. Donc on ne rentrera pas dans les détails dans ce chapitre, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis vous avez aussi une énergie potentielle microscopique qui est liée à des interactions, elles aussi, mais intérieures au système. Donc soit à l'intérieur d'une même molécule, soit entre diverses molécules. Ce sont exactement les forces de Van der Waals ou les liaisons hydrogènes que nous avons étudiées dans le chapitre 21. D'accord ? Donc, ces 2 grands types d'énergie qui sont d'origine microscopique, nous, j'ai bien dit qu'on faisait une étude à l'échelle macroscopique. La thermodynamique, ça sera ici, pour nous, dans ce chapitre, une étude macroscopique. Eh bien, ces 2 termes sont réunis sous ce qu'on appelle l'énergie interne. Donc j'ai bien dit qu'elle était une fonction d'état. Elle ne dépend que de l'état du système, pas de la façon de l'atteindre. Et seule sa variation peut être déterminée.
D'accord? Donc, on a déjà vu hein, l'énergie potentielle. Vous avez vu quand on a fait, par exemple, les études conformationnelles. Ben, je vous ai dit, on place l'origine où on veut. Même chose quand on a fait les interactions de Van der Waals, ces énergies potentielles d'interaction de Van der Waals. Hein, vous vous rappelez de la forme, je vais essayer de vous la refaire rapidement. Vous vous rappelez un peu la forme du diagramme d'énergie. Vous aviez quelque chose comme ça. Je vais changer d'outil. Vous aviez des courbes qui avaient cette allure-là. Et je vous avais dit, en fait, l'origine, ici, on la place un peu où on veut, hein, parce qu'on ne peut pas définir de façon absolue ces énergies-là. On les définit toujours uniquement par rapport à une référence. On ne connaît que leurs variations. Alors, autre propriété importante de cette énergie interne, c'est une grandeur qui est extensive, c'est-à-dire que si vous doublez la taille du système, vous doublez la valeur de cette énergie. D'accord ? Du coup, il peut être utile pour s'affranchir de la taille du système, parce que des fois, on veut parler d'un système comme ceci ou comme cela, mais peu importe sa taille. On peut dériver, enfin au sens faire découler hein, deux autres grandeurs de cette énergie interne. L'énergie interne molaire, qui est simplement le rapport entre l'énergie interne et la quantité de matière du système, et l'énergie interne massique, qui est le rapport entre l'énergie interne et la masse du système. Ce M, hein, toujours, c'est la masse du système. Voilà. Ces grandeurs-là, qui vont s'exprimer en joules par mol ou en joules par Kelvin, du coup, vous pouvez doubler la taille du système, vous ne doublerez pas l'énergie interne massique, puisque vous auriez l'énergie interne qui est multipliée par 2, mais la masse aussi, et donc le rapport reste inchangé. D'autres fonctions d'état énergétique que vous avez donc apparemment étudiées dans le cours de biologie et que nous n'étudierons pas nous cette année, pas directement en tout cas, l'enthalpie, donc qui est égale au produit de l'énergie interne du système, pardon, la somme de l'énergie interne du système et du produit PV. Donc ici, PV, c'est bien pression du système, volume du système, d'accord? Elle est assez utile en fait pour étudier l'évolution de système à pression constante, donc lors d'évolution isobare. Et ça, c'est pour ça que vous l'utilisez beaucoup en SVT, puisqu'en général, on travaille avec la contrainte de la pression atmosphérique. Donc, c'est pour ça que vous avez souvent l'enthalpie. L'enthalpie libre, j'aurais dû mettre libre aussi en CRA. L'enthalpie libre, c'est G égale H moins TS, où T est la température du système et S l'entropie. On en parlera à propos du second principe. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'entropie pour nous. De la même manière que l'énergie interne, ces grandeurs sont extensives, ce sont des fonctions d'état qui ne dépendent pas donc de la façon dont on atteint un état, mais qui dépendent juste des caractéristiques de cet état. Il y en a une autre aussi, hein, dont je n'ai pas parlé ici, qui s'appelle F, qui est l'énergie libre, et F est égal à U moins TS. Donc vous voyez qu'en fait, ces grandeurs sont toutes reliées les unes aux autres et en fait même sont toutes reliées à l'énergie interne. Donc celle qui a vraiment un sens physique, c'est l'énergie interne, U. À partir de U, vous pouvez créer H et F. Et une fois que vous avez créé H, vous avez aussi l'enthalpie libre, hein, puisque ici c'est U plus PV moins TS. Donc vous voyez qu'en fait, ces grandeurs sont des outils dérivés de l'énergie interne, mais le concept physique, c'est bien l'énergie interne, c'est elle qui est liée à l'énergie cinétique microscopique et à l'énergie potentielle microscopique. Alors pour terminer cette première partie, la capacité thermique et aussi l'enthalpie de changement d'état. Donc vous avez, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les systèmes idéaux, hein, toujours pareil. Donc si ce sont des phases condensées, on supposera que le système est indilatable et incompressible. D'accord, ici. Et si jamais c'est un système qui est à l'état gazeux, on supposera que c'est un gaz parfait. Et si c'est un système diphasé, la phase liquide sera considérée comme indilatable et incompressible, et la phase vapeur sera considérée comme étant un gaz parfait. Alors, comment on peut varier cette énergie interne? Forcément, lorsqu'il va y avoir une transformation, c'est-à-dire lorsqu'on va faire varier les paramètres d'état du système. D'accord? Comment est-ce qu'on peut la faire varier plus précisément? On peut faire varier, c'est très schématique, hein, ce que j'ai écrit ici, soit en faisant varier l'énergie potentielle microscopique. Donc ça, c'est parce qu'on va casser des liaisons intermoléculaires. Donc en fait, c'est quand on va faire un changement d'état. Soit, deuxième possibilité, c'est en modifiant l'énergie cinétique microscopique. Et ça, en fait, ça va être en faisant varier la température. D'accord? Selon la façon dont on fait varier cette énergie interne, on ne va pas la calculer de la même manière. Parce que là, moi, ce qui va m'intéresser maintenant, ça va être d'évaluer cette variation d'énergie interne. Donc, je vous ai distingué les deux situations. Premièrement, le changement d'état. Deuxièmement,
une variation de température en dehors d'un changement d'état. C'est précisé ici. Pour ce qui est de changement d'état, on va le considérer, nous, à pression constante, d'accord, de façon à ce que la température reste elle aussi constante. À ce moment-là, il y a des valeurs en fait tabulées parce que ces variations d'énergie interne sont parfaitement reproductibles, quel que soit le changement d'état, enfin, quelle que soit la date du changement d'état, vous retrouverez toujours exactement la même variation d'énergie. Et cette valeur tabulée, c'est en fait pas l'énergie interne, mais l'enthalpie, la variation d'enthalpie, et on appelle grand L, ça se note grand L, l'enthalpie de changement d'état, elle s'exprime en joules. Donc voilà, lorsque vous avez un changement d'état, en fait, cette enthalpie de changement d'état, elle est aussi égale à la variation d'énergie interne. Donc ça, il suffit de regarder l'expression de H, à pression constante. On montre assez facilement que la variation d'énergie interne lors du changement d'état est égale à la variation d'enthalpie. On a introduit ici la grandeur massique, hein, donc soit l'enthalpie grand L, soit en général c'est plutôt l'enthalpie massique qui est d'ailleurs tabulée et que l'on retrouve dans les données, en fait, hein, vous seront données dans les exercices par exemple, et elles s'expriment bien sûr en joules par kilo. Voilà, vous avez un exemple pour l'eau, l'enthalpie de fusion, donc ici il y a une erreur, excusez-moi, ici c'est un, vous allez corriger, c'est un L minuscule, puisque c'est une grandeur massique. Hein, d'accord, vous avez remarqué hein, que la minuscule est utilisée pour la grandeur massique, alors que la majuscule est utilisée pour la grandeur non massique. En dehors du changement d'état, la variation d'énergie interne DU d'un système idéal, donc je répète, on ne répète jamais assez, incompressible et indilatable si c'est une phase condensée ou alors gaz parfait si c'est un gaz, il y a la variation de température par cette relation-là. Donc déjà, quand vous regardez cette relation-là, vous imaginez bien que C est une grandeur positive, c'est-à-dire que quand la température du système va augmenter, DT positif, je vais avoir une énergie interne qui va augmenter aussi, donc DU positif. Même chose, ici j'introduis donc la capacité C majuscule et j'introduis la capacité massique C minuscule. Donc ça s'appelle grand C, la capacité thermique du système, et elle s'exprime en joules par Kelvin puisque l'énergie interne s'exprime en joules et la température s'exprime en Kelvin. Bon, ça c'est la définition de la capacité massique. Maintenant, ce qui est important, c'est pour des variations de température pas trop élevées, donc si dt ne devient pas trop grand, bon ici c'est le dt élémentaire, hein, bien sûr, on montre que la capacité thermique est constante, c'est-à-dire indépendante de la température. Du coup, comment est-ce que je vais écrire delta U, une variation macroscopique de température, d'énergie interne, pardon, évidemment je vais l'écrire comme l'intégrale de grand C de T dt, et si je dis que la capacité massique est constante, eh ben, elle va sortir de l'intégrale et je pourrais écrire, je vais peut-être plutôt, et je pourrais écrire à la place delta U égale grand C delta T. Et je pense que ça, c'est ce que vous avez utilisé quand vous étiez en terminale. D'accord? Donc ça, là, ce que je suis en train d'écrire, delta U égale grand C delta T, ça découle de cette relation-là. Si vous supposez que la capacité thermique est indépendante de la température et que vous la sortez de l'intégrale. Alors les bandes de l'intégrale, ici, c'est A et B, par exemple, hein, avec A l'état initial et B l'état final. Donc je rappelle ici, voilà, par exemple, A, B, A étant l'état initial et B étant l'état final de la transformation étudiée ici. Bon, ici, je vous ai donné la valeur de l'eau, hein, sa capacité thermique massique, donc du coup, c'est bien une minuscule. Et puis, cette valeur numérique-là qui, pour les curieux, est celle qui permet de définir la calorie. Donc, la calorie, c'est une ancienne unité de chaleur utilisée pour le transfert thermique, donc aussi en prêt d'énergie. C'est toujours utilisé par l'agroalimentaire, je ne sais pas pourquoi, mais bon, quand même, on a réussi à leur imposer d'utiliser aussi les joules, mais la calorie continue à être utilisée. Fin de cette première vidéo, fin de premier paragraphe, on enchaîne pour le paragraphe grand 2 dans la vidéo suivante.